Bonjour à tous. En deux mots, je suis avocat au barreau de Paris. Aujourd'hui, vous avez de la chance, 2 pour le prix d'un. Je vais vous parler d'un thème d'ailleurs assez proche de celui qu'on a abordé ce matin. Alors, je ne vais pas parler de robots, je ne vais pas parler de machines, mais de justice pénale. Moi, mon choix, ça a été de défendre, et c'est un choix qu'on n'a pas toujours beaucoup de facilité à comprendre. Et je vais un petit peu essayer de mettre des mots sur les questions que tout un chacun peut se poser. Alors, défendre les coupables. Et vous allez voir que j'ai fait des merveilleuses petites slides. Alors d'abord, défendre les coupables, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, pourquoi ? Parce que, vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas, soit on est déjà définitivement condamné, en France, en droit, soit on est déjà définitivement condamné, et alors j'allais dire on n'est plus défendu, on n'a plus besoin d'être défendu, soit on n'est pas encore définitivement condamné, et dans ce cas-là on est innocent. Donc souvent, je prends à rebours votre question, parce que souvent on nous pose la question, comment vous faites pour défendre des coupables ? Oui, ben non. D'abord, quand une personne vient nous contacter pour nous confier la défense de ses intérêts, cette personne n'est pas coupable. En France, c'est le jugement pénal définitif qui va constituer la culpabilité. Avant, vous n'êtes pas coupable, vous êtes innocent. C'est ce qu'on appelle la présomption d'innocence. C'est très important parce que on se pose toujours cette question-là en voyant les faits, les informations à la télévision. Ce type, il est coupable. Comment vous faites pour défendre les coupables, etc., etc. D'accord ? Première chose. Oui, mais vous allez me dire, d'accord, la présomption d'innocence, bon, mais en même temps, moralement, il est forcément coupable. Il y a forcément des gens qui viennent vous voir et qui ont commis des choses. Oui, effectivement, tous mes clients ne sont pas innocents, ou en tout cas ne seront pas innocentés par une juridiction. Certes, mais moi je ne fais pas de morale. Moi je fais du droit. Un avocat fait du droit, et on n'est pas là pour être le confident, l'ami, le père, le prêtre, je ne sais qui pourrait avoir un jugement moral sur la personne. On est encore moins là pour juger, on n'est pas le juge. On est là pour faire une chose, défendre. On est là pour porter la voix de quelqu'un qui est poursuivi. C'est ça, en fait, le cœur de cette mission-là. On est là pour porter la voix de quelqu'un, pour le représenter. C'est le sens même du mot avocat, le sens étymologique. Il y a un double sens. Il y a d'abord le sens, c'est la personne, l'avocat, c'est la personne qui est appelée au secours par quelqu'un. On appelle au secours un défenseur, c'est le premier sens du mot avocat. Il y a aussi le sens, l'avocat est le porte-voix, celui qui va parler à la place d'eux. Voilà. Donc moi je vais parler à la place de quelqu'un en prenant sa défense, et symboliquement je vais revêtir une robe. Et cette robe, ça signifie exactement cela, cette mission-là, c'est-à-dire qu'en la revêtant, je suis un autre que moi-même. Je ne suis plus moi-même, je ne suis plus Jean-Éloi de Brunhoff, je ne suis plus tel avocat, je ne suis plus jeune, je ne suis plus vieux, je suis celui que je représente. Et je vais parler en son nom, et on va pouvoir s'adresser à lui par moi. Comprenez donc, par ces quelques mots liminaires, le cœur du métier d'avocat que je pratique, avocat en droit pénal, la défense. Pas le jugement. Il y en a pour qui ce sera le métier. Pas la poursuite. Pas les confidences, pas défense. Alors, ces quelques considérations étant rappelées, je souhaiterais parler avec vous de 2 choses sur cette question qui est assez provocatrice. Comment défendre un coupable ? Il y a deux manières de comprendre la question. Comment défendre un coupable ? Réserve faite, comme je vous l'ai dit, que un coupable est encore présumé innocent quand il va voir un avocat. La première façon de comprendre cette question, c'est comment, moralement, comment osez-vous, comment pouvez-vous défendre un présumé coupable, on va dire.
Comment vous pouvez le faire moralement? Parfois, ça nous dépasse. On n'arrive pas à comprendre, et même parfois, on est hostile à l'avocat en l'assimilant à le client qu'il défend. Alors, en l'assimilant au client qu'il défend. Alors, et le deuxième aspect de cette question, on le verra tout à l'heure, c'est plus juridiquement comment on fait pour défendre quelqu'un qui est poursuivi. D'abord, la question morale. On va parler de ça en premier parce que c'est le plus important. C'est souvent comme ça c'est souvent de là que naissent les incompréhensions. Alors d'abord, comment on fait pour défendre quelqu'un qui est poursuivi pour les choses les pires, pour les choses les plus graves, pour des crimes violents, des crimes sexuels, pourquoi pas des crimes de terrorisme, ça arrive. Comment on peut défendre ces types? Maître, comment vous pouvez défendre? Je ne vous comprends pas. Comment vous faites? Eh bien, la réponse, elle est basique. Elle est vraiment très simple. Elle est très basique, mais on l'oublie trop souvent. Cette réponse-là, c'est la dignité humaine. C'est un concept qui est galvaudé parce qu'on en entend parfois parler. La dignité, les uns l'utilisent dans un sens, les autres dans un sens opposé. Mais la défense de la personne poursuivie, même de la personne qui est accusée des pires crimes, elle se justifie par ce simple mot. Dignité humaine. Dignité humaine, ça veut dire on est des hommes, on n'est pas des chiens. C'est tout simplement ça que ça veut dire. Ça veut dire que même le pire des criminels, ou prétendu tel, même celui qui a commis les pires atrocités, c'est un homme et c'est pas un chien. Et au titre du fait qu'il est un homme, on lui accorde des droits. Et on va le traiter dignement. On va le traiter dignement, ça veut dire qu'il va avoir le droit à une défense de qualité et une défense par un professionnel, c'est-à-dire par l'avocat. Il sera jugé dignement. Et cette dignité-là, c'est très important de le comprendre, elle ne dépend pas de ce qu'on a fait, en bien ou en mal dans notre vie. Elle ne dépend pas non plus de qui on est. Si on est un petit, un puissant, un national, un étranger, elle ne dépend pas de tout cela. Elle dépend du simple fait qu'on est homme, qu'on est femme. Point. Et donc ça, c'est ce qui me pousse à agir en premier lieu. La dignité humaine, pourquoi? J'ai ça au fond de moi-même. Voilà, j'ai à cœur la défense d'un homme parce qu'il est homme, quel que soit ce qu'il a commis. Attention, je ne défends pas l'acte qu'il a commis, ni la cause qu'il a servi. Je défends l'homme parce qu'il est homme et qu'il a des droits que sa qualité d'être humain lui accorde. Et le terroriste, je vais aller jusque-là. Ce terroriste, parce qu'on en entend malheureusement trop souvent parler, qui va jusqu'à dénier la dignité de ceux qui l'abattent froidement, terroriste ou quelqu'un d'autre, celui qu'on a véritablement envie de pendre immédiatement, haut et court, eh bien, à celui-là, il faut aussi, alors je sais, c'est des mots qui peuvent choquer, qui sont durs à entendre, mais il faut aussi, et même peut-être surtout, lui accorder la dignité que lui nous conteste, que lui nous dénie. Pourquoi? Parce que si je lui dénie sa dignité d'être humain, si je le retranche de l'humanité, et c'est ce qu'on est tenté de faire en les exécutant, en les exécutant sans autre forme de procès, eh bien, si je lui dénie la dignité humaine que lui-même me dénie, et a dénié à tous mes enfants et mes proches qui sont morts, eh bien, je me comporte comme lui. Et c'est notre fierté à nous, civilisation française ici, et à beaucoup d'autres dans le monde, heureusement, que de ne pas traiter les individus qu'elle juge de la même façon que ces individus ont traité les citoyens. D'accord ? On ne vaudrait pas mieux en déniant sa dignité à un être humain sous prétexte qu'il a dénié la dignité de ceux qu'il a tués. On est un homme et pas un chien. Première explication sur le plan moral. Deuxièmement, eh bien, c'est au nom de la loi qu'on agit. Ben oui, parce que les droits de toute personne poursuivie sont prévus par des textes. Un avocat, tout comme un juge, comme un policier, obéit à des règles qui sont des règles de procédure pénale, procédure civile, mais là je parle du droit pénal, et ces règles-là, elles sont discutées, votées, établies, approuvées par nos représentants nationaux. Et ce n'est pas une facilité que de dire ça, on ne se cache pas derrière un vote, c'est le principe même de notre démocratie. Si vous n'êtes pas content avec le fait que quelqu'un est un avocat, même un terroriste, eh bien, il faut changer la loi.
D'accord ? Donc l'avocat n'invente rien de son chapeau, ne sort rien de son chapeau qui ne soit prévu par des lois votées par nos représentants au terme d'un processus démocratique qui, bon gré mal gré, fonctionne. Il est toujours critiquable ce processus démocratique, mais bon gré mal gré, ça fonctionne. Troisième et dernière raison que j'ai envie de partager avec vous sur le plan moral, l'état de droit. Là, je vais prendre un tout petit peu de hauteur et situer mon action, non pas seulement dans la défense d'un individu qui vient me voir, mais je vais prendre un peu de hauteur en voyant mon action, à moi, avocat, en droit pénal, comme, sans prétention, mais comme une contribution au maintien de ce qu'on appelle l'état de droit. Ça veut dire quoi, l'état de droit ? Basiquement, très simplement, ça veut dire une société dans laquelle les droits de chacun sont respectés, dans laquelle l'exercice du pouvoir et l'exercice de la violence par les autorités est encadré par des règles, et voilà, dans une société dans laquelle l'arbitraire, je ne dirais pas n'a pas de place, mais en tous les cas, n'est pas censé avoir de place. C'est ça l'état de droit. En défendant une personne que tout accable, peut-être qui est véritablement l'auteur du crime, en la défendant du mieux que je peux, en utilisant tous ses droits, en le faisant avec conviction, en réalité, qu'est-ce que je fais également ? Eh bien, je fais en sorte que nos autorités de justice ne condamnent pas, sans preuve suffisante, quelqu'un, et demain, c'est vous, c'est moi, placé dans une situation, et il y en a, où vous seriez poursuivi pour une mauvaise raison, sans motif, eh bien, c'est vous qui aurez bénéficié du fait que tous les avocats auront défendu les personnes criminelles avant vous. Comprenez ? C'est-à-dire qu'en agissant pour la défense d'un individu, en réalité, je permets au système de protéger le coupable comme l'innocent demain. Et vous savez, les erreurs judiciaires, ça peut arriver. Les erreurs policières, encore plus. Une erreur policière, c'est une erreur de départ. Les policiers arrivent, ils entrent dans une enquête, c'est très difficile pour eux, ils font un métier sous pression, ils arrivent, ils interviennent le soir à 3h du matin, il fait nuit, il y a une victime qui dit « c'est lui ». Ils ne font pas tellement dans le détail, ils ne sont pas là pour ça au départ. Hein, c'est un métier dur, mais ils peuvent avoir tendance à se tromper au départ. S'il n'y a pas l'avocat qui intervient pour critiquer l'action de la police en disant « non, cette personne, il n'y a pas de preuve contre elle », peut-être bien que cette personne était totalement innocente et que les juges auront pris l'habitude eh bien de respecter très scrupuleusement les droits de la défense de toute personne poursuivie. Donc l'action de l'avocat, elle se situe aussi sur un plan collectif, de défense de l'état de droit. Ce sont les trois raisons qui, sur un plan moral, me poussent à défendre. Comment osez-vous défendre ? Ça, c'était le premier aspect. Comment pouvez-vous défendre quelqu'un que tout accable ? Même un terroriste, c'est horrible. Et on pourra en reparler si mes propos sont difficiles, mais même un terroriste a le droit à une défense de qualité, et je vais même aller jusqu'à dire, même si c'est difficile à entendre, et on pourra en reparler si vous voulez, un terroriste qui n'a pas les moyens, vous savez, on a entendu parler de cette polémique, un terroriste qui n'aurait pas les moyens de se défendre parce qu'il n'y a tout simplement pas d'argent, il a le droit de bénéficier, comme tous les autres citoyens, comme toutes les autres personnes poursuivies, d'un avocat au besoin gratuitement par le biais des commissions d'office. Eh bien nous, notre société prévoit, parce qu'elle considère que les droits de la défense sont si importants, prévoit d'attribuer un avocat gratuitement, même à un terroriste. Et ça, c'est dur, mais c'est une fierté de notre civilisation qui a mûri longuement pour accorder autant de droits de la défense. Du point de vue juridique, et ça sera mon deuxième axe d'entrée dans cette question. Comment défendre un coupable maintenant, mais c'est comment on fait pour défendre. Et ça aussi, c'est super intéressant. Comment on fait pour défendre un coupable ? Il reconnaît les faits, il ne reconnaît pas les faits. S'il vous dit qu'il est innocent, alors que s'il dit qu'il est innocent au juge, alors que vous, il dit dans votre oreille, maître, je suis coupable, mais surtout dites que je suis innocent. Comment vous faites ? Alors d'abord, la première chose à faire quand on est avocat, c'est d'abord de vérifier que les droits
de la personne poursuivie ont bien été respectés. Ah oui, alors là, ça pose souvent beaucoup de questions. On ne comprend pas, même parfois on s'indigne, parce qu'un avocat va examiner en premier lieu la procédure, la forme, et parfois va invoquer ce qu'on appelle, vous savez bien, un vice de forme ou un vice de procédure. Alors on ne comprend pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il y a quelqu'un qui est peut-être un grand criminel et qui va peut-être être relâché parce qu'on aura une petite virgule qui aura été mise à un mauvais endroit, un petit mot de trop, un délai pas respecté. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors là, sans faire d'histoire, sans reprendre trop loin dans les siècles, il faut bien aussi avoir en tête une chose importante, c'est que en France, l'exercice de la violence légitime a été confisqué au profit de l'État. Si vous êtes importuné par un camarade demain, vous ne pouvez pas le provoquer en duel ou pendre son chien par les tripes devant l'entrée de sa maison. Comment vous faites ? Même si vous en avez très envie, vous devez aller déposer plainte et seul l'État, les autorités de police et de justice, auront le pouvoir légitimement d'exercer la violence contre vous, c'est-à-dire le cas échéant, de vous arrêter, vous placer en garde à vue, de la garde à vue, vous placer en détention provisoire avant le procès, on en a parlé tout à l'heure, et après le procès, de vous placer en prison. C'est une violence. Et les policiers interviennent dans la rue avec un pistolet à la ceinture. Ils peuvent l'utiliser. Cette violence-là doit être strictement encadrée. Strictement encadrée. Parce que si elle n'est pas strictement encadrée, alors c'est le Far West. C'est le shérif qui sort son pistolet pour un oui ou pour un non, ou dès qu'il a l'impression qu'il se passe quelque chose de louche. Donc l'exercice de la violence légitime doit être strictement encadré. C'est pour notre bien à tous. C'est pour notre sécurité à tous. C'est pour notre liberté. Un penseur du droit, von Jhering, disait que la forme ou la procédure est la sœur jumelle de la liberté. Oui, parce qu'en fait, la procédure, elle permet de combattre l'arbitraire, d'accord ? et les excès de violence. Et donc, je vous donne un petit exemple. Si vous êtes placé demain en garde à vue parce que vous avez trop bu et vous avez conduit, vous êtes placé en garde à vue, on vous prive de votre liberté. Votre liberté, c'est quand même ce qu'il y a de plus essentiel. Votre liberté individuelle d'aller et venir, c'est ce qu'il y a de plus essentiel, on est d'accord. C'est une atteinte grave à vos droits. Eh bien, à ce moment-là, le policier, il a le droit de le faire, mais il doit prévenir immédiatement un magistrat qu'on appelle le procureur de la République pour lui dire « Monsieur le procureur, qui est un magistrat chargé justement de la protection des libertés, eh bien, j'ai placé quelqu'un en garde à vue, je l'ai privé de sa liberté. » S'il ne le fait pas, si personne ne contrôle ce policier, alors c'est l'arbitraire. Et donc, s'il ne le fait pas, et que l'avocat le voit, il dit au juge « Monsieur le juge, cet individu a été placé en garde à vue alors même, et sans que le policier n'en informe immédiatement le procureur de la République, c'est une atteinte grave à sa liberté individuelle qu'on ne peut pas tolérer dans notre société, quand bien même il serait coupable. Peu importe, vous ne pouvez pas, monsieur le juge, accepter que la police se comporte de cette manière-là, sinon c'est l'arbitraire et c'est les excès, c'est l'autoritarisme. Donc, monsieur le juge, je vous demande de rendre nul le procès-verbal d'interpellation, la procédure. Et le cas échéant, effectivement, cette nullité peut entraîner jusqu'à l'arrêt des poursuites. Alors, bon, je schématise, mais c'est ça que ça veut dire. La procédure, elle est là pour nous. Elle est là pour nous, pour nos libertés. Alors ça, c'est la première chose à faire quand on est avocat. Voilà comment on défend quelqu'un, quel qu'il soit. La deuxième chose, c'est la question de la vérité. On pense souvent qu'on est attaché à la vérité. On nous dit, bon maître, alors donc, s'il reconnaît les faits, s'il ne reconnaissait pas les faits. Non. Alors, que ce soit clair, je vais peut-être un petit peu aussi enlever certaines illusions. Il n'existe pas, en matière judiciaire, de vérité avec un grand V, une sorte de vérité objective, une vérité des faits, une vérité peut-être transcendantale, sur laquelle tout le monde devrait être d'accord, parce que c'est la vérité, point. C'est la vérité des faits, objective, historique, quoi qu'on lui donne comme nom. En matière judiciaire, il n'existe que des versions.
il y a les versions d'un tel, il y a les versions d'un tel. Si je vous demande à vous, monsieur, de raconter aujourd'hui la conférence TEDx, vous allez la raconter de votre point de vue. L'intervenant, il était pas mal, ouais, bon, puis vous avez mal dormi, vous avez mal dormi cette nuit, vous avez trouvé ça gonflant, vous avez joué sur votre portable, et vous, madame, par contre, vous avez trouvé ça super, et vous allez dire, ouais, c'était un super intervenant. Et puis, il était très très beau dans son costume bleu marine. Mais non, il était noir, son costume. On aura tous, vous êtes une centaine, on aura tous une version différente. En justice, c'est pareil, il y a un juge qui vient dire, bon alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez raconter de votre manière, vous êtes tous des témoins du crime, vous allez tous raconter d'une manière un peu différente, et puis surtout, l'accusé, il va avoir une manière différente de raconter ce qu'on lui reproche de la victime, évidemment. Donc en fait, la vérité, c'est un concept vaporeux duquel il faut se méfier quand on est avocat. Il faut pas tellement, il faut la mettre de côté. Il vous dit qu'il est coupable, il vous dit qu'il est innocent. Qu'est-ce qu'on regarde? À quoi devons-nous nous attacher? Aux éléments matériels. Voilà. Ce qu'il nous dit, alors on l'écoute, bien sûr, et puis parfois c'est très important d'écouter ce que nous dit notre client. Je ne dis pas qu'ils mentent tous, mais ils mentent, pour beaucoup. Et tout le monde ment, surtout quand on nous reproche quelque chose. Donc ce qu'on dit, et puis parfois on dit qu'on est innocent, et c'est faux, et parfois on dit qu'on est coupable, mais c'est aussi faux. Parce qu'on se laisse accuser, ou parce qu'on a peur de balancer le vrai nom, etc. On a peur des représailles, et quand on sera dehors, on se fera zigouiller notre chien. Bon, eh bien, on peut aussi mentir, ou on peut aussi ne pas dire la vérité en se laissant accuser, en disant qu'on est coupable. Donc la vérité, voilà. On l'écarte des débats. La vérité judiciaire, s'il y en a une, ça sera la thèse qui aura été le plus suffisamment étayée, le plus suffisamment prouvée. Là, voilà, il va y avoir une forme de vérité judiciaire, un compromis entre différentes thèses qui s'affrontent. Le juge prendra celle qui est la plus convaincante. Et le juge du dessus, la cour d'appel, si elle n'est pas d'accord avec le juge du dessous, elle va casser la décision du premier juge. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier juge, concrètement, il aura commis une erreur judiciaire, entre guillemets. Pas de vérité, donc. Donc les éléments matériels, et j'en viens à mon dernier point. Quelles sont les preuves? Voilà la vraie question. Quelles sont les preuves? Vous me dites que vous êtes innocent, que vous êtes coupable? Ok, voyons ce qu'il y a dedans. Aujourd'hui, voyons ce qu'il y a dans le dossier. Aujourd'hui, la police et la justice a à sa disposition un nombre absolument incalculable de moyens techniques, scientifiques, en tout genre, pour prouver. C'est à la justice de faire la preuve de votre culpabilité. Et elle a à sa disposition, comme je vous l'ai dit, des moyens colossaux. C'est à elle de faire la preuve de sa culpabilité. Et si elle ne le fait pas, vous n'avez rien compris. Si la justice ne prouve pas que vous êtes coupable, vous êtes, ah oui, bon sang, innocent. Et donc c'est ça qu'on doit regarder, nous autres avocats. On doit regarder si dans le dossier, il y a suffisamment de preuves de votre culpabilité, sinon vous êtes innocent. Et donc, je regarde dans le dossier, monsieur, mon client, cher monsieur, bon, vous me dites que vous êtes innocent, bon, d'accord, je vous entends. Par contre, dans le dossier, il y a ça, ça et ça et ça contre vous. Ça va être un peu dur là, parce qu'il y a quand même une centaine de témoins qui vous ont vu à l'instant tuer l'intervenant parce que vous trouviez qu'il était très mauvais. Donc, ça va être un peu dur de contester. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? On va dans le mur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va peut-être évoluer, hein, on va peut-être trouver une explication, mais en tous les cas, dire que vous êtes innocent alors que tout le monde vous a vu, ça va être difficile. On a un rôle de conseil, voilà. Et si vous le faites, monsieur, c'est vous qui allez prendre la décision. C'est lui qui va faire son choix. Si vous le faites, si vous continuez de dire que vous êtes innocent alors qu'il y a une centaine de personnes qui vous a vu, eh bien, on va dans le mur et vous risquez ça, vous risquez ça. Vous voulez? Ok, mais je vous aurais prévenu. Rôle de conseil, mais aussi rôle de porte-voix, parce que, in fine, c'est le client qui décide. C'est pas moi qui vais dire à sa place qu'il est innocent ou coupable. S'il veut dire qu'il est innocent malgré 100 témoins, eh bien, on va y aller, je l'aurai averti, et puis il se prendra un carton. Donc ça, c'est ça. Et si, deuxième cas de figure, s'il n'y a pas de preuves suffisantes dans le dossier,
Qu'il me dise qu'il est coupable ou qu'il me dise qu'il n'est pas coupable. S'il n'y a pas de preuves suffisantes, mon rôle à moi, c'est de dire au juge, monsieur le juge, on aimerait bien le condamner. Hein, on serait tenté, en plus de ça, il a un casier long comme le bras, et puis toute la justice prédictive laisserait penser que c'est effectivement lui le coupable. Et il a eu des échecs sentimentaux, il a plein de casiers, il a un casier long comme le bras, un délit de fuite en prime qui lui est reproché. On a vu que ça, c'était une cause aggravante au niveau de la probabilité. Oui, mais dans le dossier, il n'y a pas assez de preuves. Ce que dit la victime, c'est pas suffisant pour condamner. C'est pas suffisant pour condamner. Et malheureusement, j'ai envie de dire pour certaines victimes réelles, heureusement pour notre société, on ne condamne pas seulement sur la plainte d'une victime qui ne serait corroborée par aucun autre élément matériel. Donc mon rôle à moi d'avocat, c'est de dire que vous le croyez innocent ou coupable, qu'il ait la tête de l'emploi ou non, vous devez le libérer. Et de ce point de vue-là, j'aimerais finir en vous disant ceci. De ce point de vue-là, vous connaissez sûrement l'adage « il vaut mieux prendre le risque de relâcher un coupable plutôt que de condamner un innocent ». C'est vrai, il vaut mieux relâcher un coupable plutôt que de prendre le risque de condamner un innocent. Moi, je vais aller plus loin. Je vais vous dire, il vaut mieux relâcher un coupable, faute. Alors on va dire un coupable, j'aime pas cette expression, faute, quelqu'un qui aurait vraiment commis les faits. Il vaut mieux relâcher un coupable faute de preuves suffisantes que de condamner un coupable sans preuves suffisantes. Ça peut choquer sur le plan de la justice individuelle. Comment, mais relâcher un coupable? Moi, j'ai aucun plaisir à faire relâcher des personnes qui ont effectivement pu commettre telle ou telle infraction. Ça ne me procure strictement aucun plaisir. Je ne situe pas là mon action, pas pour lui faire plaisir. Je situe, encore une fois, mon action dans le cadre de ce que je vous ai dit tout à l'heure, la défense de la dignité, des droits votés par l'Assemblée et de l'état de droit. Mais sur un plan collectif, si jamais vous condamnez quelqu'un peut-être véritablement coupable sans preuve suffisante, alors demain vous condamnerez quelqu'un qui est pour du bon innocent, parce qu'on aura pris l'habitude de condamner sans preuve suffisante. Je vous remercie de votre attention.